Comme vous le savez sans doute, il s'agit de ma plus grosse attente cinématographique depuis 10 ans, puisque Under the Skin, son précédent film, était sorti en 2014. Il s'agissait de mon film préféré des années 2010, rien que ça. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, son auteur, Jonathan Glazer, nous revient avec un nouveau long métrage sur fond historique. Une nouvelle claque pour moi, puisque je suis allé voir le film 2 fois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, la zone d'intérêt. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur le film choc de ce début d'année, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, ce cinéaste britannique qui m'est cher puisque je l'ai découvert dans un autre registre, celui de la science-fiction, avec Under the Skin porté par Scarlett Johansson. Vous connaissez sans doute Glazer aussi pour Birth avec Nicole Kidman, très réussi aussi, et également Sexy Beast avec Ben Kingsley, voilà, dans le registre plutôt film de gangster, qui a donné lieu d'ailleurs à une série en ce début d'année 2024, donc dérivée du film. Incroyable, hein. Donc le film était, je tiens à préciser, le tout premier long métrage de Jonathan Glazer, et vous voyez, donc il y a cette série disponible sur Paramount+, alors c'est complètement fou, j'ai découvert ça récemment, et peut-être que je lui donnerai une chance, ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo, sait-on jamais. Mais en attendant, il s'agit donc de son nouveau long métrage, Grand Prix du Festival de Cannes 2023, que j'ai plaisir à vous présenter aujourd'hui, alors en précisant d'emblée qu'il va s'agir d'une critique 100% spoiler, je ne voyais pas vraiment d'autres moyens de vous parler de ce film de manière pertinente si je ne décortiquais pas le film jusqu'à sa séquence finale, donc vraiment je vous conseille d'aller voir le film en premier si vous ne voulez pas être spoilé et de revenir sur cette vidéo après coup. Et puis sinon, écoutez, c'est parti. Donc, ce film nous présente le quotidien d'une famille nazie qui vit en fait dans une maison qui est juxtaposée au camp de concentration d'Auschwitz. Ils sont à Auschwitz en Pologne. Et donc, le père de famille, interprété par Christian Friedel, n'est autre que le commandant SS Rudolf Höss, qui va donc la journée exécuter des Juifs et le soir il rentre à la maison pour souper. Enfin voilà, c'est absolument terrible. Donc Jonathan Glazer a voulu raconter de manière singulière, évidemment différente en fait, quelque chose de jamais vu auparavant, c'est-à-dire plutôt que de filmer l'horreur de manière frontale, plutôt de l'évoquer hors champ avec tout un système de son, évidemment réalisé par Michael Levy, qui était excellent aussi dans Under the Skin, qui revient avec une bande-son qui est actrice du film, carrément. Il y a eu 1 an de travail sur le film pour, à chaque fois, en fait, dans le quotidien, nous vivons dans le quotidien de la famille Höss, et nous avons en toile de fond des sons de cris, de tirs, etc. Donc voilà, ils abattent des juifs, on comprend qu'il y a tout ça. On entend aussi et on voit toujours en toile de fond les fours crématoires avec ces cheminées comme ça qui tournent à plein régime toute la journée. Donc c'est absolument terrifiant. Donc c'est comme si pour nourrir le petit paradis, mais paradis morbide bien entendu, de la famille Höss, c'était évidemment avec tous ces cadavres que ce paradis entre guillemets était possible. Donc c'est absolument terrifiant, c'est-à-dire qu'on montre comment on a banalisé la violence en fait à cette époque, et le film va aller plus loin, toujours plus loin, puisque même sur son final, on va voir que les choses sont peut-être toujours un peu présentes, on ne se débarrasse vraiment jamais totalement de la banalisation de la violence. Voilà, donc c'est très très bien fait. Nous avons des séquences en fait où à chaque fois il y a un élément du décor qui va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Par exemple, à un moment donné, les enfants en fait jouent dans la piscine, et puis vous avez en arrière-plan comme ça une fumée qui passe, et vous comprenez que c'est le train qui va amener évidemment tous les déportés juifs qui vont se faire exécuter. Donc vraiment ça arrive par wagon comme ça, donc c'est absolument terrifiant. Et voilà, donc ça rappelle quand même que c'est quand on voit cette famille comme ça qui vit soi-disant un paradis et tous ces morts qui sont cachés derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un déni, un véritable déni, c'est ça. Et puis le fait de jamais se sentir coupable à aucun moment, c'est absolument terrifiant. Voilà, donc vraiment, c'est très très bien joué. Alors, il n'y a pas d'intrigue particulière, si ce n'est qu'à un moment donné, donc vous allez voir le commandant SS, le père de famille, être muté, alors Oranienburg, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Oranienburg, donc il y a quelques kilomètres de Berlin, il va être muté là-bas,
parce qu'il est promu voilà, à un poste plus important, si j'ose dire. C'est quand même terrible de parler de poste quand on parle de génocide et de Shoah, mais enfin voilà, c'est quand même assez terrible. Et donc il va être muté, et ça va mettre en rogne évidemment la mère de famille, Hedwig, puisque elle, ce qui l'intéresse en fait, c'est son petit précaré, sa maison toute propre, toute aseptisée, toute clean, son petit coin de paradis entre guillemets, plutôt que son mari finalement. Ce qui l'intéresse, c'est le côté matériel en fait. Elle est très matérialiste. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir élever ses enfants dans un cadre qu'elle considère comme étant le paradis. Même si en toile de fond, on voit bien toutes ces fumées, toutes ces cendres, qui sont même ces cendres réutilisées même comme terreau pour faire naître ces fleurs, pousser ces fleurs dans le jardin. Donc c'est absolument terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scrupule en fait à utiliser, donc en fait à tuer ces pauvres gens pour nourrir leur quotidien idyllique et paradisiaque. Enfin, c'est totalement terrible. Donc le film rappelle tout ça. Voilà, le fait que voilà, on banalise la violence, tout est normal, personne s'inquiète de quoi que ce soit. En plus de ça, on a aussi cette jeune fille juive en fait qui va servir la famille, qui va être complètement terrifiée, ne serait-ce que d'apporter un verre d'eau ou d'alcool, ou en tout cas quand elle met le couvert, il y a une séquence terrible, on la voit, vraiment c'est quasi militaire la manière dont le foyer est géré, c'est-à-dire que c'est à l'image du travail du commandant SS Rudolf Höss, qui la journée aussi est très méthodique dans sa manière d'exécuter ses tâches, c'est-à-dire que même pour élaborer un plan pour un nouveau four crématoire circulaire, il y a des plans, il y a tout un travail, il y a même des réunions, tout est académique. On voit aussi ce côté domestication de l'être humain, où même à l'intérieur des SS, on a une concurrence qui fait que ça, en plus de ça, leur paradis est complètement illusoire, parce que même entre eux, ils se bouffent entre eux. Tout le monde veut montrer qui est le plus violent, qui a abattu le plus de juifs dans la journée. Enfin, c'est vraiment une compétition en interne qui est absolument abominable. Et derrière tout ça, cette famille comme ça qui croit vivre leur petit train de vie paradisiaque, avec leur pique-nique, déjeuner sur l'herbe, enfin voilà, c'est vraiment ça quoi, la journée. Déjeuner sur l'herbe qui sera en plus menacé dans une séquence future, puisqu'à un moment donné, on voit la famille se baigner dans la rivière et on voit les cendres arriver comme ça, c'est absolument terrifiant. Et comme pour leur rappeler que leur petit paradis, ce que leur coûte leur petit paradis en termes de mort, en termes de violence, voilà. Donc c'est très très fort, même le père tombe sur un os à un moment donné, enfin voilà, on a constamment des rappels comme ça, qui ne changent pas en plus leur vision, ils se cachent constamment leur vérité à propos de leur culpabilité. Alors il y a plusieurs séquences dans le film aussi qui montrent l'exploitation aussi des juifs, ceux qui ne sont pas encore passés par la case extermination, qui sont exploités. Alors au début on voit donc un homme comme ça avec une brouette qui amène des vêtements qui ont été récupérés, on devine, sur des futurs cadavres. C'est quand même assez terrible, on a retiré les vêtements des femmes, des hommes, et voilà. Donc à un moment donné, il y a une collecte qui est effectuée dans la famille Höss. Donc on voit bien que la femme se précipite, évidemment, pour prendre le manteau en fourrure, puisque dans une autre séquence, on la voit être fascinée par les manteaux de fourrure de je ne sais pas quelle star, etc. Donc voilà, dès qu'elle peut voler finalement les vêtements et donc ce manteau de fourrure en particulier sur le dos d'un cadavre, il n'y a aucun problème dans sa tête, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça. On montre vraiment qu'il y a les juifs qui sont exterminés et ceux qui sont exploités. Entre les deux, c'est absolument abominable. Donc c'est très très bien fait. Et alors qu'il y a des milliers de morts, des millions de morts derrière tout ça. Donc vraiment, voilà, ça rappelle à quel point on a banalisé cette violence, avec aussi également, comment dirais-je, un final qui va nous emmener carrément à notre époque, c'est-à-dire qu'il y a une faille spatio-temporelle, j'allais dire. Le film nous envoie même à notre époque, avec cette fameuse séquence où, donc, dans l'espèce de palais d'Oranienburg, en fait, où il va y avoir une réunion d'SS, Rudolf Höss, à un moment donné, va tourner le regard comme ça dans un couloir sombre, et va s'apercevoir d'un petit trou comme ça, avec la lumière qui jaillit en fait de ce petit trou, et le spectateur découvre en fait que la porte s'ouvre et on découvre qu'il s'agit des fours crématoires à notre époque, avec ces femmes de ménage, évidemment, qui sont d'un seul coup les costumes
sont de notre époque à nous, hein, évidemment, ces femmes de ménage qui vont nettoyer voilà, ce musée, en fait, avec aussi toutes ces vitres que l'on voit, où tout a été récupéré, en fait, hein, les chaussures des enfants, tout ce qui a appartenu au cadavre, en fait, est présent aussi dans ce musée à la fin. Parce qu'il faut tout de même rappeler que les camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau se visitent aujourd'hui. Les visiteurs, moyennant un droit d'entrée, peuvent découvrir les chambres à gaz, hein, donc le lieu où ont été gazés aux iglombés les Juifs. Donc, ça pose des questions en termes d'éthique, de morale, mais aussi de commercialisation autour de génocide. C'est ça qui est aussi à questionner, hein, vraiment, ce côté merchandising, j'allais dire, hein, vraiment pour enfoncer le truc, autour d'un génocide, hein, de la Shoah. Donc, c'est quand même assez... oui, curieux, spécial, hein, on pourrait se poser des questions. Ça fait débat, ça peut faire débat de se dire est-ce qu'il ne faut pas les fermer définitivement? Est-ce que, évidemment, pour le côté historique, à part peut-être pour des chercheurs, pour des personnes là, mais de laisser ces camps de concentration ouverts au public, ça pose de vraies questions. Je trouve que c'est intéressant de creuser ce débat. Alors évidemment, voilà, mais il y a un côté un peu particulier, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est le côté entertainment, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une famille qui débarque dans ces camps de concentration pour effectuer une visite. Il y a un côté un peu où, bah voilà, on a l'impression que c'est la famille qui part dans une attraction Disneyland, vous voyez. Et c'est ça encore qui banalise encore une fois la violence, qui banalise aussi le génocide, le crime contre l'humanité, enfin voilà. Donc ça pose de vraies questions. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu morbide, répugnant à visiter les camps de concentration de nos jours, hein, en 2024, encore aujourd'hui, il y a des visites, ça pose de vraies questions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que pour Rudolf Höss, ce n'est pas une victoire, finalement, d'avoir été ce commandant SS, puisque des années plus tard, de quoi on parle? On parle des millions de morts, on ne parle pas de ces SS et de leur toute-puissance et de ce qu'ils ont pu accomplir. Au contraire, on s'en offusque, voilà, on est pétrifié, terrifié par ça. Donc il n'y a pas de victoire pour eux des années plus tard. Et c'est ça qu'il faut que, voilà, qui est fort, c'est qu'en fait, il est face à sa propre limite, en fait, Rudolf Höss à la fin. Donc c'est très très bien fait. Voilà, donc nous avons la grand-mère, donc qui est la mère d'Edwig, qui va débarquer aussi, hein, pour rendre visite à la famille. Elle va considérer que sa fille a réussi. Alors ça, c'est complètement une hérésie, c'est complètement délirant. Non, mais la réussite de sa fille, d'avoir ces quelques mètres de jardin, sous couvert de violence extrême et de meurtre, de crime en fait, hein, derrière. Donc c'est absolument terrible. Et donc cette grand-mère, à un moment donné, va réaliser un soir, hein, en ouvrant les fenêtres comme ça, avec cette lumière très rouge, hein, bien sûr, de ces flammes qui jaillissent de la cheminée, et bien que, voilà, c'est absolument horrible ce qui se trame, et donc elle va quitter évidemment la maison, et donc un matin, elle va être offusquée, évidemment, la femme Hedwig, hein, qui a un comportement très bizarre, qui est très colérique aussi, hein, va jeter la lettre que le spectateur ne pourra pas lire, mais on comprend certainement que voilà, c'est trop pour elle, toute cette violence en toile de fond. Voilà, donc c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a, on montre comme quoi il y a quelque chose de très froid, en fait, dans cette famille, mais que ce soit pour tout et n'importe quoi. L'affection est montrée de manière très particulière, aussi dans le foyer. On a ces enfants aussi qui sont complètement perturbés, parce qu'on voit qu'ils analysent les dents récupérées sur les cadavres. On a aussi, à un moment donné, eh bien, les deux frères, enfin, parmi les enfants de la famille Höss, en fait, il y a deux enfants, donc deux garçons. Donc les deux frères, à un moment donné, un des deux frères va enfermer l'un, eh bien, dans la véranda, c'est une sorte de véranda là où il y a toutes les plantes en fait dans le jardin de la famille, et il va vraiment agir tel un SS. On sent que voilà, il s'assoit et regarde tel un bourreau face à sa victime comme ça, avec le petit enfant qui est plus jeune que lui en plus, hein, terrifié parce qu'il l'a enfermé en fait dans cette petite véranda. Voilà, donc c'est absolument terrible. On sent comment aussi la violence gangrène
petit à petit aussi cette famille, c'est-à-dire que tout le monde pète de plus en plus un plomb, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de très kubrickien, un peu comme dans l'Overlook Hotel finalement, où tout le monde va, voilà, Jack Torrance, hein, interprété par Jack Nicholson, et commence à péter les plombs de plus en plus. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre à fouiller chez Kubrick. D'ailleurs, la manière de filmer parfois certains espaces aussi, avec des longues focales comme ça, avec une profondeur de champ énorme, et puis cette manière très géométrique de présenter comme ça des espaces géométriques, rappelle énormément Shining hein, de Kubrick. Donc vraiment, notamment hein, la séquence, dans les séquences finales, dans le palais d'Oranienburg, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose vraiment de très kubrickien, on se croirait à l'Overlook Hotel, hein, comme je vous le dis. Donc vraiment, voilà, c'est une œuvre très très riche, très très riche. Vraiment, il y a de quoi décortiquer énormément. D'ailleurs, je peux continuer à en parler. Parlons aussi de la manière dont le film s'ouvre et se termine, c'est-à-dire avec ces deux ces deux cartons noirs, hein, vous êtes plongé dans l'obscurité pendant 2 bonnes minutes au début, avec cette musique comme ça, glaçante, terrifiante comme ça, qui joue un peu sur les cris, sur les bruits de tout ce qui rappelle la violence, la mort, voilà, enfin c'est très creepy, hein, cette manière d'introduire le film. Et puis c'est un moment d'introspection en fait dès le départ du film, parce que le spectateur dans la salle, quand il démarre ce film, eh bien, il est d'abord sur lui, en fait. Il est d'abord, il rentre dans son fort intérieur pendant 2 minutes avec ce noir comme ça qui dure pendant 2 minutes, voilà. Et c'est ça qui est très fort. Et ce qui est dingue, c'est même cette introduction est très forte puisque pendant cette introspection, on pense aux pires choses, en fait. Et le film s'ouvre avec un déjeuner sur l'herbe, qui a l'air voilà, très beau, on entend les oiseaux, etc. D'un seul coup, on change de... Et c'est ça qui est très fort. C'est pour dire que l'horreur, finalement, vous attendiez à ce qu'on vous la montre. Non, elle est sous-jacente. Elle est sous-jacente constamment. C'est très, très bien vu. Très, très bien vu. Vraiment, il y aurait tellement à en dire de ce film. Voilà, c'est ça qui est fou. C'est qu'à décortiquer, c'est passionnant. Il y a des personnages comme ça, des apparitions aussi qui sont quasi fantomatiques dans ce palais à la fin. On a aussi, donc, comme je vous le disais, donc, les femmes de ménage qui elles aussi ont un travail de nettoyer comme ça, comme si on nettoyait le passé, comme si, et ça pose même la question aussi des musées en fait. Finalement, est-ce qu'on banalise pas encore la violence avec ces musées qui sont là pour nous faire, faire des visites aujourd'hui pour montrer les fours crématoires, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez particulier? Le film aurait pu même aller plus loin avec des jeunes comme ça. Il y a eu des scandales comme ça qu'on a vu aussi dans les actualités, avec des jeunes qui se prenaient en selfie hein, avec leur téléphone devant les fours crématoires. C'est quand même assez terrible. Hein. Donc vraiment, voilà, c'est une hérésie, c'est complètement terrible, cette banalisation de la violence qui continue, hein, Jonathan Glazer ne s'en cache pas. Il dit ce film, et il faut le prendre comme un avertissement. Voilà. Il faut le prendre comme un avertissement, c'est-à-dire que ne pensez pas que tout est fini. Voilà. On a tendance à ne pas se rendre compte qu'on banalise encore la violence aujourd'hui. Voilà. Donc ce film est important pour ça. Il est magistralement réalisé. Vraiment, c'est une leçon de cinéma. Une leçon aussi sur l'horreur du nazisme. Vraiment, c'est une manière toute particulière et nouvelle de la raconter. Je pense que c'est très important. Et même, on pourrait aller encore plus loin en se demandant si le film lui-même va être bien reçu, bien compris par les spectateurs, par une partie de la population, par une partie, évidemment, des spectateurs. Est-ce qu'il va... Voilà, il faut comprendre que ce film est une alerte véritable. Voilà. Donc, c'est vraiment un film qui est passionnant à étudier. Il y a beaucoup de choses à creuser. Beaucoup de choses à creuser aussi sur le côté purement cinématographique, le côté aussi sur tout ce qui est évoqué. Il y a également des séquences tournées en négatif qui sont très bien vues, puisqu'on a le soir la jeune juive qui va déposer des pommes dans l'espoir d'aider les juifs qui vont se faire exécuter et de leur donner des vivres, de leur distribuer des vivres. Donc c'est absolument terrible parce que c'est évidemment désespéré comme elle espère pouvoir leur donner des vivres alors que c'est inévitable, ils vont se faire exécuter. Et on a encore pire, c'est pendant qu'elle fait ça, à un moment donné, nous avons, en voice-over, hein, en voix off comme ça, le père qui raconte en fait l'histoire d'Hansel et Gretel à ses enfants. Donc
on sent qu'il y a un côté conte, en fait. C'est ça qui est terrible, conte morbide. Et en fait, le père raconte que la sorcière, hein, vous connaissez bien entendu le conte des frères Grimm, eh bien, la sorcière va finir dans un four pour avoir été punie pour ses actes criminels. Et c'est ça qui est terrible, c'est que le père, qui est un commandant SS, raconte le conte d'Hansel et Gretel à ses enfants, mais normal, quoi. C'est absolument fou. Et pendant ce temps-là, on a, je vous dis, le spectateur a ça, en fait, au niveau sonore, et donc, au niveau des images, on a la fille juive, pendant ce temps-là, qui, tel un conte, avec cette image en négatif, est racontée aussi avec donc, le fait qu'elle dépose des vivres dans le camp, en fait. C'est absolument terrible, terrible, parce qu'on voit le côté totalement contradictoire, paradoxal, en fait, du conte dans le conte, mais qui est morbide. Et on ne comprend pas, c'est-à-dire que, ne serait-ce qu'Hansel et Gretel, qui a été écrit au début du 19e, si je ne dis pas de bêtises, en fait, alertait déjà, finalement, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a déjà une histoire de four, il y a déjà une histoire, vous voyez. Et en fait, ça n'a pas empêché le nazisme. Et le nazisme, après ça, eh bien, voilà, il subsiste toujours, eh bien, cette banalisation de la violence. Donc, on n'en sort jamais, quelque part. C'est toujours sous-jacent. Donc, voilà, c'est une alerte. C'est extrêmement bien fait. Il y a même une séquence, voilà, j'ai envie de vous dévoiler beaucoup de séquences, mais c'est très important. Il y a même une séquence qui est bouleversante, c'est à un moment donné, donc cette fille juive qui dépose des pommes, à un moment donné, elle va découvrir, donc, dans une boîte, une partition. Et cette partition va être sous-titrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va vouloir la jouer en rentrant chez elle, donc c'est sur les camps, là où tout le monde a été exécuté. Eh bien, elle rentre chez elle, elle va jouer la partition, et en sous-titre, nous allons avoir la traduction avec le message, comme un message en morse, si vous voulez, hein, c'est comme du morse, mais en musique, qui va eh bien, être un message finalement des Juifs pour raconter l'horreur qu'ils vivent, en fait, en musique. C'est incroyable comment on utilise l'image, la musique, le son, vraiment toutes les ambiances sonores utilisées, tous les éléments qui composent le cinéma, qui font le cinéma ce qu'il est, donc un ensemble, comment dirais-je, un smoothie de tous les arts finalement, hein, c'est ça en fait, hein, un mélange de tous les arts, puisqu'on a l'image, on a évidemment la musique, on a également ces cendres, donc ça c'est un élément très fort, puisque constamment il s'agit de cendres, hein, même le commandant SS, hein, le père de famille, à son balcon, il y a un plan terrible, on le voit fumer pendant que cette cheminée, qui en plus de ça a quasiment la même forme que cette cigarette, est en train d'être elle aussi allumée constamment. Donc c'est complètement fou les plans qu'il y a dans ce film. Donc c'est une œuvre importante, je vous le dis, ne loupez pas ce film, vraiment. Alors si vous voyez cette vidéo, normalement vous l'avez déjà vue, puisque je vous dis, je vous spoil des éléments, mais vraiment il ne faut pas passer à côté de ce film. C'est un film important, saisissant, et qui servira, voilà, espérons, hein, qui aura réussi à passer son message. Très important cette alerte, voilà. Et alors moi, il y a une séquence qui m'a marqué dès le premier visionnage, puisque je vous le rappelle, hein, j'ai vu le film 2 fois, c'est la fameuse scène où Rudolf Höss passe un coup de fil à sa femme, hein, depuis Oranienburg, pour lui expliquer comment ça s'est passé, donc sa grande réception nazie, hein, vous le savez, dans le palais, donc à la fin du film. Et donc sa femme lui demande comment ça s'est passé, et lui il répond qu'il se demandait pendant toute la réception comment il devrait s'y prendre si jamais on lui demandait de gazer toute la salle, quoi. Donc vous avez ce plan complètement terrifiant qui est donc cette plongée comme ça sur toute la réception, et donc on voit bien que là aussi on banalise, c'est-à-dire que Rudolf Höss en fait, c'est son travail qui déteint, hein, son travail d'extermination déteint constamment. C'est-à-dire que ça devient une obsession en fait de savoir maintenant, voilà, c'est la déformation professionnelle, j'allais dire, entre grosses guillemets, hein, c'est affreux de dire ça, mais c'est ça, et qui fait que constamment il se demande, voilà, comment il pourrait exterminer le plus de personnes, etc. Donc c'est vraiment... voilà, tout est fait pour s'attirer les mérites en plus de ça, du Führer, hein, bien entendu, et puis de Himmler. Hein, il y a vraiment tout cet écosystème affreux, abominable. Donc là aussi, c'est très très fort pour montrer, encore une fois, comment on peut banaliser des actes criminels de violence terribles. C'est vraiment réussi à tout point de vue. Et j'ai hâte de découvrir ce qui va être la suite de Glaser, parce que franchement, c'est quelqu'un à suivre, voilà, un cinéaste à suivre. Voilà, donc écoutez, les films du vendredi valident totalement
La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, et en précisant aussi que plusieurs lectures peuvent être intéressantes. Je vous recommande de voir ce film plusieurs fois, vous ne serez pas déçus, et vous verrez toujours de nouvelles choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Écoutez, voilà, ça fait plaisir de commencer de manière aussi parfaite cette nouvelle année 2024 avec d'un côté, Pauvre créature, hein, bien sûr, qui avait été aussi saisissant. Voilà, de Yorgos Lanthimos, voilà, entre le nouveau Yorgos Lanthimos et le nouveau Jonathan Glazer, on commence de manière magistrale cette nouvelle année. Waouh, 2024 promet énormément en termes de cinéma, je suis ravi. Donc écoutez, voilà, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit clic, hein, vraiment ça permet de ne rien rater des films du vendredi. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!